Fanny Letier, bonjour. Bonjour. Cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Vous allez nous rappeler ce qu'est Généo Capital Entrepreneur parce que c'est encore tout neuf. Et puis vous avez une petite actualité qui vous a mis le baume au cœur tout récemment. Généo Capital Entrepreneur, c'est une société d'investissement et d'accompagnement des PME destinée à favoriser leur croissance. Nous sommes financés par des familles entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur épargne au travail pour fabriquer les nouveaux champions français et européens. Ça veut dire que c'est avec des gens comme vous qu'on aura la confirmation que la suppression de l'ISF sur le capital mobilier a produit de vrais résultats avec du réinvestissement. En tout cas, c'est une boucle vertueuse où effectivement des gens qui ont fait fortune par l'entrepreneuriat, 50 familles et entrepreneurs décident de finalement réinvestir ce qu'ils ont gagné dans l'économie, dans un cercle vertueux qui fait de la performance, bien sûr, parce qu'on fait des belles histoires, mais aussi beaucoup de sens, parce que l'objectif, c'est la création d'emplois dans les territoires. Ah, c'est de la vraie économie ce que vous nous décrivez. C'est de la vraie économie. Ah, non mais ça fait du bien, voilà. On n'est pas sur de l'incantation. On sort de l'institutionnel pour aller sur le terrain. J'en connais 2 ou 3 là, qui récemment ont fait des belles culbutes et qui à mon avis pourraient prendre contact avec vous. Et alors vous avez eu une actualité tout récemment, vous avez réalisé une première opération. Voilà, première opération qui nous tient à cœur sur un sujet qui est l'humain au travail. On a investi dans une petite société qui est sur une niche qui est travailler l'humain au travail dans les grands groupes. Comment faire en sorte que les salariés soient pleinement efficaces et donc travailler sur la santé au travail, la motivation, la diversité en entreprise. Une société qui s'appelle Human and Work Project, qui est leader en France et qui veut être leader européen. Et donc Généo est là pour l'aider à tripler de taille en 5 ans. Ah oui, objectif précis. Objectif ambitieux. À force de le répéter, on va finir par croire que le bonheur au travail participe véritablement à la performance des entreprises. Ça faisait un peu incantation, c'est il y a quelques années, mais... Premier sujet cité par les chefs d'entreprise, le capital humain. Recruter les talents, booster les talents, retenir les talents. Ce qui m'a frappé, vous savez, il y a Randstad là, qui fait un palmarès de la marque employeur tous les ans. Et je crois que le deuxième critère, et c'était pas le cas autrefois, c'est notamment l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui est devenu un critère absolument essentiel pour les gens qui cherchent un job. On n'est plus là à lorgner les bonus du mois de mars, mais à savoir si on va être heureux quand même dans sa vie tout entière. Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Directeur à l'OFCE, co-auteur de Une autre voie est possible, publié chez Flammarion, et Stéphane Venufel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Vous faites un peu le même métier finalement avec Fanny, vous êtes là pour essayer de convaincre des gens d'investir. Voilà, alors pas au même stade, pas au même niveau. Vous, c'est pas l'humain, vous, c'est la rendement. Si, alors, figurez-vous, moi je suis assez d'accord avec vous parce que c'est des gros sujets dans notre secteur d'activité, c'est-à-dire l'épargne des Français, tout ce qui est ISR, donc l'investissement socialement responsable, tout ce qui est le bonheur au travail, etc., sont des choses qui sont intéressantes et qui intéressent de plus en plus les épargnants, au-delà du rendement et de la sécurité. D'accord. Les créations d'emplois, alors je vous lance sur le sujet, Eric, avec le chiffre 66 400 créations nettes d'emplois dans le secteur marchand au premier trimestre 2019, mais avec très peu de gains de productivité, parce que finalement on a un accroissement de la dynamique, de la croissance de 1,1% sur la période en rythme annuel, et on a une hausse de l'emploi salarié de 0,9, donc tout ça est au même niveau, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de gain de productivité extraordinaire, et par conséquence, des créations d'emplois, mais sans hausse de salaire. Ben oui. Non, mais alors, c'est assez intéressant, effectivement. Vous l'avez dit, même sur le trimestre, il y a 0 gain de productivité. Il y a eu 0,3 de création d'emplois, 0 de PIB, même si c'est un chiffre qui peut être révisé. Et ça, certains disent qu'il va être révisé à la hausse, justement, parce que 0 de productivité, c'est un peu difficile à expliquer. Généralement, on a 0 de productivité quand il y a des politiques qui essaient d'enrichir la croissance en emploi, type je baisse les cotisations sur les bas salaires. C'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, elles sont un peu vieilles. Le CICE, le pacte de responsabilité, les effets sont déjà dépassés. Donc, c'est pas ça qui peut expliquer l'enrichissement de la croissance en emploi. Donc, il y aura peut-être une bonne surprise dans les révisions de croissance du PIB de l'INSEE. Mais ce que vous avez dit, c'est ça qui est juste. C'est qu'aujourd'hui, globalement, dès qu'il y a un peu de croissance économique, il y a des créations d'emplois. Ouais. Et donc, c'est ça qui est étonnant. Il y a une sorte on a du mal à expliquer la macroéconomie, ça, et la micro, où les chefs d'entreprise, vous ne pouvez pas rencontrer aujourd'hui un chef d'entreprise qui vous dit, je n'arrive pas à recruter, j'ai des difficultés de recrutement. Alors que, normalement, quand il y a des difficultés de recrutement, il y a 2 phénomènes qui apparaissent. Un, il y a des gains de productivité, c'est-à-dire je n'arrive pas à recruter, donc j'essaie de demander à mes salariés d'être un peu plus productifs, je réorganise, j'augmente la durée du travail, mais on voit des productivités par tête augmenter, là pas là, et on voit des salaires augmenter. Et donc on voit ni l'un ni l'autre. Donc on comprend plus ces difficultés de recrutement, en tout cas quand on est macroéconomiste. C'est-à-dire que normalement, on devrait mettre dans nos prévisions plus de productivité, plus de salaire. Or, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire ralentissement des gains de productivité et des ralentissements des salaires. C'est la fameuse courbe de Phillips. Comment on peut... On est sur 1,6% sur un an de hausse de salaire.
Mais pas en réel. Oui. Non, c'est-à-dire qu'en réel, non, parce que vous avez à peu près 1 d'inflation, donc vous êtes plutôt sur 0,6. Ouais. Donc en réel, ça n'accélère pas. Alors la seule chose qui s'améliore, c'est les CDI. C'est-à-dire que globalement, le recours au CDI s'améliore, et donc ça veut bien dire que effectivement, c'est une façon d'attirer le bon candidat, c'est de lui proposer plutôt un CDI qu'un CDD. Donc ça, c'est peut-être le premier pas. Mais vous voyez qu'on est très loin des autres pas. Habituellement, quand les tensions de recrutement apparaissent, 5 trimestres plus tard, on voit des accélérations de salaire. Là, on ne voit pas l'accélération de salaire. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est lié à cette fameuse polarisation sur le marché du travail? C'est-à-dire que globalement, on détruit des emplois intermédiaires et on crée surtout des emplois très peu qualifiés ou extrêmement qualifiés. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un effet de composition, et donc les salaires macro sont plus bas, non pas parce que c'est chacun qui baisse, mais c'est plutôt parce que le niveau moyen a baissé. Et donc quand vous faites un taux de croissance, vous voyez, vous êtes déçus. Donc ça peut être une première piste. Mais vous voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'en 2010, quand on commençait à avoir des petites difficultés de recrutement, et 2010, c'est pas la préhistoire, hein, vous voyez, on avait tout de suite des salaires qui progressaient. Donc là, il y a vraiment une vraie question pour les macroéconomistes. C'est marrant de commencer quand on est macroéconomiste par je ne sais pas. Voilà. Allez-y, Fanny Letier, je vous ai senti trépigner sur cette histoire. Oui, parce que je pense que c'est intéressant de croiser cette analyse-là avec l'analyse qui a été menée par le CEPREMAP sur justement la polarisation. Excusez-moi, le CEPREMAP, ça m'échappe. C'est un centre d'études en économie. C'est Daniel Cohen qui... Et effectivement, ce qu'il montre, c'est qu'il y a en fait une polarisation progressive des salaires et une destruction finalement des salaires de la classe moyenne. C'est-à-dire que progressivement, en fait, on a un écart qui se creuse et qui se creuse tous les jours, hein, parce que la tendance se poursuit encore à l'heure actuelle, entre finalement des emplois très qualifiés avec des très hauts salaires et puis finalement de plus en plus d'emplois à bas salaire qui génèrent en fait ce phénomène finalement de travailleurs pauvres qui peut expliquer certains mouvements en ce moment. Alors c'est lié aussi à la composition de l'économie, c'est-à-dire que c'est plus vrai dans les services que dans l'industrie. Et c'est vrai que la tendance actuelle au renforcement de la place des services dans l'économie française aggrave encore ce phénomène-là. Ce qui veut dire, moi j'en tire 2 conclusions. Et ça c'est un combat permanent, priorité à l'industrie, parce que quand même dans l'industrie on voit des choses différentes. On voit des salaires effectivement sur cette classe intermédiaire qui sont tout à fait corrects, mais la désindustrialisation française est un vrai sujet de ce point de vue-là. On observe moins de polarisation des salaires dans l'industrie, c'est plus ramassé. J'ai rarement entendu un plaidoyer pour l'industrie aussi net. Allez-y, allez-y. L'industrie, ça paye bien. Hein. Oui, non, mais on est bien d'accord. Y compris quand on n'a pas fait des grandes écoles, on peut avoir un salaire ingénieur à 2-3 fois le SMIC, tout à fait. Les salaires d'embauche dans l'industrie sont tout à fait intéressants. Et le deuxième, c'est effectivement lié, à mon sens, mais c'est effectivement le sujet des compétences. Au sein de l'OCDE, le classement de la France en matière de niveau de compétences moyennes des salariés n'est pas bon. Je crois que sur la dernière étude, sur 29 pays observés, on était 22e. Ouais. Voilà. Donc vous ne pouvez pas avoir des salaires élevés avec un classement européen comme celui-là. Et donc la formation professionnelle, c'est essentiel. Ouais, juste avant de passer la parole à Stéphane Van Nuffel, quand vous dites industrie, parce que souvent dans l'industrie, on pense un peu Zola, les cheminées qui fument, les usines. Vous mettez quoi dans l'industrie aujourd'hui? Parce que souvent les industries et services fonctionnent de manière... Enfin, il y a une forme de porosité très faible. Et les services à l'industrie. La France est plutôt bien placée sur les services à l'industrie, c'est-à-dire tout ce qui va être la logistique autour de l'usine. Mais par industrie, j'entends effectivement les usines. C'est plus Zola. Il fallait aller, il y a quelques mois, à l'exposition au Grand Palais qui montrait en fait toutes les technologies de l'industrie du futur. Aujourd'hui, on a quand même progressé. On travaille sur des machines à commande digitales. Voilà, j'espère que la tendance observée, qui est qu'on recommence à créer plus d'usines en France qu'à en détruire, va s'accélérer parce que c'est effectivement un enjeu pour moi national. L'industrie tire les services, l'inverse n'est pas vrai. Je vais noter dans votre petit... Avocate de l'industrie. Vous vouliez dire un mot, Éric? Non, mais je vais laisser, mais globalement, il faut. Vous avez commencé par parler de l'emploi. Et donc là, c'est dans les services qu'il a été le plus dynamique. Oui, alors c'est dans les services. Alors, mais après, le lien entre services et industrie, il est quand même assez faible. Mais enfin, au contraire, il est un peu pour. Mais la frontière est ténue parfois. Est-ce que du coup, on a un problème sur le marché du travail? C'est vraiment la question. On a vécu quand même sur l'idée que pour faire baisser le chômage, il fallait
tout casser sur le marché du travail, flexibiliser le marché du travail, c'est les grosses ordonnances. On voit que le marché du travail, il fonctionne bien, à part sur les salaires. Mais vous voyez, on crée beaucoup d'emplois. Il ne faut pas beaucoup de croissance. C'est un détail important, Eric, quand même. Mais oui, mais d'accord. Mais non, mais aujourd'hui, on se dit, les entreprises ne peuvent pas recruter parce qu'il y a trop de réglementation. Non, c'est pas ce qu'elles disent. Ça. Elles disent qu'elles ont des problèmes de compétences. Mais de compétences. Mais oui, mais non, vous avez vu les 3 raisons. Non, mais d'accord. C'est compétences, motivation du gars, il n'est pas motivé. Nicolas, c'est le problème de savoir-être du candidat. Je finis juste, et après, je promets, je laisse la parole. Mais non, mais globalement, ok, elle donne plein d'obstacles, et pourtant, il y a énormément de création d'emplois compte tenu de la croissance économique. Moi, je pense que le problème, il faut l'inverser. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de croissance économique. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux entreprises de créer plus que 70 000 emplois lorsqu'il y a 0,3 de croissance. C'est pas possible. Donc, il faut, je pense, arrêter de se dire que c'est que sur le marché du travail où il y a les problèmes. Sans doute, il y en a, il faut sans doute les régler. Mais il y a tout le reste qui est à côté du marché du travail, tous les marchés des biens et services. Et c'est sans doute là où il faut faire mieux. Mais aujourd'hui, se dire, de toute manière, la mère des réformes, c'était les ordonnances sur le marché du travail. Et vous allez voir, avec cela, on va créer plus d'emplois. On ne peut pas créer plus d'emplois tant qu'il y a 0,3% de croissance. Allez-y, Stéphane. Alors, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, beaucoup de choses de vision très macro. Donc, moi, je vais devoir donner mon avis et je vais à chaque fois prendre cette casquette et je m'en excuse à l'avance. 2 petits chefs d'entreprise de PME et qui est passé de rien à TPE à PME. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? On est 32. 32. Donc, on est encore une TPE. On est très loin des seuils. Mais nous, on est du service. On est du service digital. On est du conseil financier, donc forcément j'ai des diplômés Bac+5 dans la grande majorité, sinon c'est des services informatiques, donc ils sont de toute façon diplômés Bac+5 en service informatique, et le service réglementaire, ils sont de toute façon diplômés Bac+3 ou Bac+5 en conformité et réglementation. Donc je prends des pincettes dans ce que je vais dire, parce que c'est quand même important, Eric, même si la démonstration elle est limpide des 2 côtés, alors d'un côté très macroéconomique et de l'autre côté très positif, et moi j'adore Fanny dans son élan, parce que moi je suis un optimiste naïf, donc j'adore ça. Clairement, mon expérience, celle de chefs d'entreprise que je croise tous les jours, de chefs d'entreprise qui ont vendu leurs entreprises et qui, j'espère, font partie des investisseurs de Généo, c'est que, bien sûr que c'est bien déjà que la France, moi je le répète toujours, c'est bien que la France s'en sorte comme elle s'en sort avec un certain nombre de carcans. Et je vais devoir le répéter, c'est quand même un problème aujourd'hui de se rendre compte que même avec peu de croissance, et je suis le premier à dire, bien sûr, créons de la croissance. L'industrie, je suis le premier à dire ramenons de l'industrie en France, mais il faut le faire. Une fois qu'on aura fait ça, on va quand même se rendre compte qu'il y aura un problème, Eric. Et je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, créer des emplois et se rendre compte qu'on ne crée pas d'emplois à valeur ajoutée. Je vais le résumer comme ça avec mes mots. C'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, moi, je peux me retrouver avec des seuils où j'ai un type qui n'a pas la capacité de passer ce seuil pour rentrer dans une catégorie employé supérieur, cadre, etc., où j'ai des minimums de salaire en CDI annuel à lui confier, sinon je ne peux pas le garder en CDI. C'est là où j'ai un problème. Et je le vis tous les jours. Alors sur le haut du panier, je le redis. Donc attention avec des pincettes. J'ai des gens qui vont à un moment donné venir et j'ai envie, moi, de les prendre sur ce poste-là, avec cette couverture, avec ce forfait, etc., Et quand je vois brut chargé à la fin et la violence du carcan que ça imposerait, si j'ai pas la qualité à 100% du super candidat magique, mais le super candidat, il a monté sa boîte en vrai. Aujourd'hui, le super candidat, il vient sur ce plateau chez Stéphane Soumier expliquer qu'il va lever 20 millions pour révolutionner le marché de l'immobilier et casser Century 21 et Orpi. Donc en fait, c'est juste ce que je veux dire, c'est attention. Oui, je suis d'accord. Bien sûr que ça prouve que nous sommes encore capables de créer des emplois et tant mieux. Maintenant, il ne faut pas juste dire c'est pas important. Si, parce que si on crée des emplois mais que ce sont des sous-emplois, la France, qui est un pays normalement industrialisé, est en train, clairement, de devenir industrialisé dans le sens intellectuel, est en train de basculer peut-être dans un pays qui demain sera le fournisseur d'emplois sous-qualifiés du reste de l'Europe et regardez certains de nos voisins. Caricatural, fournisseur de... Bon. Non, mais Nicolas, parce que fournisseur de services. Ok, mais parce que ce nouveau dessin du marché de l'emploi, ce fameux effet sablier dont on a parlé si souvent, c'est pas qu'un phénomène français. Mais non, mais voilà. Non, bien sûr. Mais alors après, ce que vient de dire Stéphane, c'est qu'il ne faut pas uniquement attendre la croissance en refusant de voir qu'on a des spécificités françaises qui restent malgré tout. Oui, mais elles sont où? Enfin, vous voyez, encore une fois, quand on elles sont dans les impôts de production. Non, mais elles sont dans le
loi de la protection sociale. Là, vous allez très loin. Bah, je ne vais pas si loin que ça. Non, mais restons un peu sur le marché du travail. Non, marché du travail. Non, mais quand on dit, voilà, regardez, on a une spécificité française, on a un chômage de masse, regardons à côté de nous des pays comme l'Allemagne qui sont directement au plein emploi, etc. Mais l'Allemagne, ils ont créé que des petits boulots. Enfin voilà, donc on peut pas dire d'un côté on applaudit l'Allemagne et ces fameux petits boulots, ils ont créé que des emplois dans les services, ils détruisent des emplois dans l'industrie, l'Allemagne. Enfin, si vous regardez, ils en ont détruit quasiment autant que nous, même pendant la crise, plus que nous. Sauf qu'ils créent beaucoup d'emplois dans les services, avec des emplois extrêmement peu qualifiés, avec une durée du travail extrêmement faible, avec un coût du travail extrêmement faible. C'est ce qui rend l'industrie allemande aussi compétitive, parce que ça permet d'avoir des entrants de services plus faibles, et donc ça donne à l'industrie une sorte de gain de productivité et de compétitivité. On peut pas dire bravo quand l'Allemagne fait ça, et quand nous, du coup on dit, et nous le problème c'est qu'il faut qu'on devienne allemand, et quand on est déjà allemand quelque part, mais non mais à quelque part, on va un peu dans cette idée. On n'a pas du tout dit ça. Laissez-le finir, laissez-le finir. Là, ce que j'ai entendu de votre discours, c'est de dire on crée des petits boulots et des emplois. C'est un risque. Et dans les services, oui, mais d'accord, mais c'est comme ça que l'Allemagne. Si on veut faire comme l'Allemagne, c'est exactement ça. L'Allemagne, ils ont créé des emplois. Il y a dans l'industrie, c'est extrêmement protégé. Il y a des services, il y a des salaires qui sont plus élevés qu'en France dans l'industrie, et il y a une productivité qui est plus élevée parce qu'effectivement il y a un lien entre productivité et salaire. Oui, mais alors augmentons les salaires dans l'industrie. Comment ils ont gagné en compétitivité sur tout le monde? Ils ont pris 20 points. C'est en créant des emplois à quelques euros de l'heure pendant les et un peu moins d'impôts peut-être un peu moins d'impôts de productivité. Non, parce que c'est pas parce que quand tu regardes cette période-là, ils ont gagné en compétitivité. Ils étaient déficitaires dans leur balance courante à la fin des années 90. Ils sont maintenant fortement excédentaires. Ouais, ils n'ont pas baissé des impôts. Ils ont créé vraiment des petits boulots. Ça, c'est quand même assez bien documenté. Ils ont gagné 20% sur tout le monde à ce moment-là. Ils ont 20%. Nous, il faudrait qu'on les fasse maintenant, ces 20%. Sauf que faire 20% aujourd'hui, quand l'inflation allemande est à 1,8 aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait qu'on gagne 2% pendant 10 ans. Il faudrait qu'on soit en déflation pendant 10 ans. C'est quasiment impossible. Donc, allons-y, créons ces petits boulots. Moi, je suis pas pour. Je suis pour la qualité, parce que je pense qu'il y a un lien entre salaire. Mais l'Allemagne, c'est comme ça qu'ils ont fait. Le Royaume-Uni, c'est comme ça qu'ils maintiennent les créations d'emplois extrêmement élevées. C'est en créant des emplois à quasiment zéro durée du travail. Je crois que c'est les zéro. Eric, on n'a pas dit qu'on voulait créer des emplois. On a dit qu'on craignait à un moment donné que justement ce constat-là, qui n'est pas nouveau. Enfin, c'est-à-dire que et tu rappelles que en plus, malgré une croissance peut-être un petit peu faible, on arrive quand même encore. La machine française est encore capable, avec tous les carcans. Et moi, je dis pas qu'il faut créer des sous-emplois. Je dis juste, moi, je vais caricaturer encore. Pardon, Nicolas. Moi, je préférais. C'est pas ma pensée profonde, mais pour que les gens comprennent mon point de vue, je préférais des CDD très bien payés que des CDI sous-payés. Voilà comment je caricature ma pensée profonde. C'est-à-dire que c'est pas la notion de capacité. C'est juste que je trouve que la sclérose globale dans l'évolution propre interne même à une entreprise d'un salarié fait qu'à un moment donné, paf, il y a des espèces d'effets de seuil qui vont bloquer le propre salarié qui aurait la capacité d'évoluer. Ça veut dire, une entreprise peut créer des emplois et une entreprise peut faire évoluer ses employés. Donc au final, macroéconomiquement, les salaires vont augmenter et les emplois vont être créés. Aujourd'hui, il y a tout un tas de seuils. Je dis pas c'est celui-ci. Et on va pas prendre 2 heures pour tout réexpliquer. Je dis juste attention, parce que c'est une fois de plus un constat de dire, même si on faisait de la croissance, on se rend compte qu'il faut faire un peu gaffe. On a aussi un phénomène actuellement, c'est que la dynamique de population active qui entre sur le marché du travail est un peu plus faible en ce moment que d'habitude. On est ça, c'est pour le chômage. Elle est mal préparée. Mais je pense que c'est important d'arriver à créer des jobs sur cette frange intermédiaire, de salaire intermédiaire, qui correspondent à un niveau de qualification robuste et au niveau de vie de la classe moyenne. C'est vraiment un phénomène économique et social auquel il faut s'intéresser, parce que pour moi, ce qui fait la force de l'Allemagne, c'est justement que parce qu'elle a une industrie forte, parce qu'elle a une main-d'œuvre qualifiée dans cette industrie et qu'elle est capable d'exporter dans le monde entier, et bien ensuite, elle tire les services. Et ensuite, on peut créer les autres catégories de salaires et les autres catégories d'emplois qui en déduisent. Mais ce problème, c'est le trou que l'on creuse en France, en fait, entre les très hauts salaires et les bas salaires, parce qu'au fond, notre industrie s'appauvrit et finalement, on perd finalement des débouchés pour la classe moyenne qui se retrouve tirée vers le bas. Mais pour l'instant, pour l'Allemagne, le trou est plus fort qu'en France. Les travailleurs pauvres, il y en a plus en Allemagne. Le taux de pauvreté est plus élevé et les inégalités sont plus fortes. La France, on a, comme tout le monde, alors ça c'est vraiment, dans tous les pays de l'OCDE, il y a bien cette polarisation, il y a bien des destructions d'emplois intermédiaires et des créations dans les deux cas. Et
Sauf qu'on a une particularité en France, c'est par contre les inégalités sont relativement faibles. Il n'y a pas eu d'augmentation. Alors qu'en Allemagne, au contraire, ils sont au plein emploi, mais avec une polarisation qui est encore beaucoup plus forte. Et donc effectivement, ils ont commencé à créer un SMIC pour justement essayer quelque part de le réduire, mais pour l'instant, ils sont encore à des niveaux d'inégalité bien plus importants qu'on peut trouver en France. On va marquer une pause. Oui, vous vouliez dire un truc. On marque une pause. On va changer de sujet. Non, c'est passionnant ce qu'on vient de se raconter. L'industrie et les compétences et la formation. Non, mais on fera des débats sur l'industrie, Fanny. Ça, alors ça, parce que j'ai aussi des intervenants qui sont des farouches défenseurs du pays sans usine. Hein. Mais même encore aujourd'hui, c'était une espèce de... Il n'y a pas de pays fort sans industrie. Ouais. Erreur fondamentale. Non, mais oui, Regardez la Chine, regardez les États-Unis, ils soutiennent leur industrie. Ça a quand même été une pensée forte. Tout, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Une pensée forte de la fin des années 90, qui était d'ailleurs pas du tout une impulsion politique, qui était une pensée véhiculée à l'époque. Bon, on marque une pause. Dans un instant, on va se demander comment est-ce qu'on peut... Alors, où sont passés les 17 milliards d'euros, qui sont pourtant bel et bien là, enfin pas tous engagés, certains sont pour 2020, mais personne ne semble les voir, notamment les 10 premiers milliards du 10 décembre. Et puis, on a énormément de niches fiscales, de subventions partout dans l'économie, et on voit que dès qu'on essaye de retirer des euros pour faire des économies, ça fait tellement de dégâts qu'on est un peu coincé. À tout de suite.